Bienvenue dans Les Grains de Sable, la capsule qui égrène le Sandman de Neil Gaiman. Je suis Jean, je relis le Sandman pour l'occasion et je suis toujours accompagné de Zef qui lui le découvre à mesure qu'on avance dans les chapitres. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 2, paru en février 1989, écrit bien évidemment par Neil Gaiman, dessiné par Sam Kiss et Mike Dringenberg, et aux couleurs on a Daniel Vozzo. Et le titre de cet épisode c'est, en français, Hôtes imparfaits. Alors, un résumé très court, après son évasion à la fin de l'épisode précédent, Dream, affaibli, retourne dans son royaume et va constater que celui-ci a été très abîmé par son absence. Il va rencontrer un certain nombre de personnages et se mettre en quête d'objets qu'il a créés pour les réabsorber afin de restaurer sa puissance. Et en fin d'issue, il ira interroger les trois qui sont Thune pour savoir où se trouvent ces trois plus puissants artefacts, la bourse, le casque et le rubis. Au début, on découvre les personnages de Abel et Caïn dans la maison des mystères qui accueillent Dream affaibli et qui vont le soigner. Alors, il l'accueille pas vraiment, il est plutôt apporté par une gargouille. C'est vrai. Mais je trouve ça, l'intro qui est donc la première page du comics où on découvre ces deux nouveaux protagonistes est assez incroyable parce que en quelques cases et en un dialogue assez simple, on trouve une relation incroyablement toxique entre les deux frères. C'est moins qu'on puisse dire. Qui dans la série n'était pas aussi flagrante. Pas aussi étouffante. On sentait qu'il y avait quand même un truc, mais il y avait quand même une relation assez posée entre les deux, qui devenait malheureusement criminelle que par la fin. Mais là, en une page, en fait, c'est une situation absolument posée qui est incroyablement forte à vivre, je trouve. J'ai pas du tout aimé la lire. J'étais pas à l'aise. Ah oui, c'est atroce. Donc Abel et Caïn, ce sont des personnages bibliques. Ils se présentent comme étant les personnages de la première histoire. Donc dans la Bible, ce sont les deux premiers enfants d'Adam et Ève. Caïn va tuer son frère Abel. Et donc c'est la première histoire. Abel se présentant d'ailleurs comme la première victime. Donc comme si dans les histoires, en fait, il faut toujours une victime. Et donc dans la première histoire, c'est lui la première victime. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs qu'il parle de la première histoire comme si c'était comme s'il y avait un symbole autour de ça, parce que finalement pourquoi c'est eux que Dream va voir, en fait c'est comme si le fait d'avoir créé la première histoire était finalement issu du premier rêve, parce que pour créer une histoire il faut la rêver, il faut la penser, il faut la créer de façon l'incarner différemment, et en fait du coup ça me donne l'impression que c'est le premier rêve qui a été créé autour de ça, en fait. Pour moi, il y a au tout début du numéro peut-être la phrase la plus importante de tout l'épisode, c'est quand ils découvrent Dream devant leur porte apportée par la gargouille, il le qualifie de prince des contes. Là, en fait, c'est un léger shift que fait Gaiman par rapport à ce qu'il a posé, c'est-à-dire, ou plutôt, il éclaircit en nous disant, c'est pas seulement les rêves, c'est les histoires. Donc, comme tu l'as très bien dit, avant d'écrire une fiction, il faut la rêver. Et donc, place qu'il prend dans l'imaginaire, dans le monde de l'imaginaire, est encore plus importante puisqu'il est le seigneur des rêves, mais il est le seigneur des histoires, le seigneur des fictions, et les fictions c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui fédère les sociétés, et donc Dream prend une importance capitale juste en évoquant cette phrase. C'est fou. Et c'est pas un hasard, c'est un double, j'ai l'impression que Neil Gaiman joue sur plusieurs tableaux, c'est-à-dire qu'à la fois il a inscrit le Sandman dans une tradition très ancienne, la tradition biblique, avec le récit biblique, et en même temps dans la tradition de DC Comics, puisqu'il faut savoir que Abel et Caïn étaient les hôtes d'une anthologie d'horreur qui s'appelait The House of Mystery, et il y en avait une autre qui s'appelait House of Secrets, et c'était eux un peu à la façon des gardiens de la crypte qui présentaient des histoires d'horreur. Donc il a inscrit en une planche, son personnage dans la tradition de DC, mais aussi dans une tradition séculaire humaine avec la tradition biblique. Et voilà, et c'est que le début. Là on retrouve Dream qui est dans une situation de faiblesse assez folle, et je trouve que par rapport au premier issue où il avait le pouvoir, il avait le maintien de la situation, il était captif, on le voyait très peu, donc ça lui donnait une puissance irréelle, mais présente quand même à travers les yeux de ses geôliers. Et du coup, là, en fait, on le retrouve à l'inverse, très vivant, très personnifié, parce c'est un personnage qu'on va voir quasi tout du long maintenant. Et en fait, il est complètement faible. Et je trouve que c'est intéressant de voir en fait qu'il se tenait sur 40 pages en mode
prince du pouvoir, enfin il avait vraiment tout pour lui, et là d'un coup on le retrouve faible au point de plus savoir qui il est vraiment, plus pouvoir être capable de se lever parce qu'il est allongé dans un lit, il peut plus se lever. On le montre encore une fois dans un état de faiblesse. Le premier c'était qu'il arrive à se faire capturer assez bêtement, et la seconde fois c'est que en fait il peut plus se lever, quoi. Ouais, voilà, on a vraiment un personnage qui doit se reconstruire de zéro, se reconstruire lui et son royaume, puisqu'une fois qu'il sort de la maison des mystères, il va entrer dans son royaume et il va franchir un passage, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit des portes d'ivoire et de corne, qui sont l'entrée du royaume des rêves. Et là aussi, Gaiman s'inscrit encore une fois dans une tradition, dans une mythologie, puisque les portes d'ivoire et de corne, on les trouve, leur première occurrence connue, c'est dans l'Odyssée d'Homère, et ensuite c'est repris dans l'Énéide de Virgile. C'est de là que viennent les rêves. Alors il y a un truc... c'est qu'on dit que les rêves qui sortent des portes d'ivoire sont faux et mensongers, et les rêves qui sortent de la porte de corne sont vrais. Et Sandman entre, et moi j'ai trouvé que c'était pas très clair s'il passait la porte d'ivoire ou la porte de corne. Pour moi il ouvrait les deux, il passait, c'est un portail, c'était plus une référence qu'autre chose, que le fait de dire que certains rêves étaient vrais et d'autres étaient faux. Pour la référence littéraire, en fait ça vient du grec ancien où horn, donc en anglais qui est donc le terme corne en français, est proche de la signification de fulfill, donc de vrai, de plein, donc du grec ancien à l'anglais. Et du coup, ivory, donc ivoire, était plus proche de deceive, donc dans la tradition grecque, enfin dans le langage grec ancien, qui était effectivement trompé. C'est pour ça que c'est ivoire et corne et ivoire. Mais effectivement, pour moi, il y a un effet très fort là-dessus. En fait, c'est toujours du détail, ce genre de truc que tu lis en comics, où t'as cette sensation que c'est des mots qui sont pris au hasard, des termes qui sont pris au hasard pour faire un effet assez cool. Et en fait, putain, le détail, il est cherché au principe même de la mythologie, de tout, quoi. C'est fou, c'est génial. Et puis de nouveau, dans cette volonté d'amener son personnage non seulement au centre, mais même à la source de toutes les mythologies, c'est que non seulement il va chercher ces portes d'ivoire et de corne qui remontent à l'Odyssée d'Homère, mais il nous dit que c'est Dream qui les a fabriquées. Oui. Donc, on revient à la première histoire, au fait qu'il est générateur des histoires, quoi. Donc c'est le maître des histoires, le maître des fictions. Et donc une fois qu'il a passé ses portes, il arrive devant son château, où il voit que tout est détruit. On rencontre un nouveau personnage, en la présence de, j'ai oublié son nom, Lucien, effectivement, tout penaud, le pauvre, il a plus rien, il est en train d'essayer de gratter le sol pour essayer de faire repousser les choses, on a l'impression, en tout cas une bêche. Et il va surtout expliquer donc le lien entre le songe, qu'on appelle aussi le temps du rêve, le royaume du rêve. Il y a plein de qualificatifs différents pour parler de ce royaume. Et Morphée est l'incarnation du temps du rêve, et donc c'est pourquoi en son absence ça s'est effondré. Et donc là il nous cite certains personnages, la femme au corbeau a beaucoup décliné, dit-il. Qui est-elle? On ne sait pas. Et surtout il dit les valets se sont dissous dans l'étoffe des rêves qui les formaient, ce qui renvoie à Shakespeare, la fameuse phrase nous sommes faits de l'étoffe dont on fait les rêves et notre petite vie est entourée de sommeil, qui est une citation de La Tempête. La Tempête, c'est une pièce qui se passe entièrement sur une île enchantée où vit le magicien Prospero, où tout est illusion, double jeu, théâtre dans le théâtre, et donc voilà, donc quelque chose finalement qui se rapproche de l'idée du monde du songe. Et puis surtout cette idée, ça c'est une interprétation personnelle, mais quand Prospero dit nous sommes faits de l'étoffe des rêves dont on fait les rêves et notre vie est entourée de sommeil, il peut parler de lui en tant que personnage, mais il peut aussi parler de toute l'humanité d'une certaine façon. Nous ne sommes que faits de l'étoffe des rêves, et ici on nous dit que les personnages qui habitent le rêve sont eux-mêmes faits de cette même étoffe, donc finalement nous sommes tous dans le songe, et le songe est en nous. Enfin moi je trouve que ça ouvre des perspectives. En fait c'est la base des choses, et c'est pour ça que le monde humain est complètement touché par l'absence de Dream dans son propre royaume. C'est que on n'arrive plus à rêver, on n'arrive plus soit à sortir du sommeil ou à y rentrer. En fait on n'est plus rien sans ça. En fait si on n'est plus rêver, on peut plus avancer. Voilà, et c'est pour moi c'est le cœur du Sandman de manière globale, quoi. Nous sommes faits de l'étoffe des rêves, c'est au cœur de son récit, et l'idée que les récits, donc les rêves, nous façonnent en tant qu'humains, nous façonnent en tant que civilisation. Mais il faut qu'on avance et qu'on arrive à la fin, parce que donc il va interroger les trois sorcières pour. Avant ça, il y a juste un petit passage où on voit Madame Ethel D qui va rendre visite à son fils,
qui est John Dee. John Dee. Alors John Dee, on en a parlé dans le premier épisode, donc c'est aussi un auteur, donc c'est le petit clin d'œil qui est assez sympa. À noter que ce fameux John Dee est enfermé à Arkham Asylum, donc juste pour noter qu'on est encore bien dans l'univers de DC, donc potentiellement à Gotham. Que Ethel Dee a trahi le Magister dans les années 30, parce qu'elle est partie avec, j'ai oublié son nom, mais un personnage qui s'est fait tuer juste après, où ils ont vendu à un démon les artefacts non, c'était pas le rubis d'ailleurs, elle avait plusieurs artefacts. Oui, il y a plusieurs artefacts. Ils sont partis avec tous les artefacts, et ils ont vendu une partie à un démon, on sait pas encore qui. Et ce John Dee qui a été enfermé est l'ancien Docteur Destiny, donc qui est un personnage de DC aussi, qui a été créé en 1961, ce qui paraît cohérent puisque de 1930 à 1960 finalement il y avait encore Dream qui était plus là, donc le personnage a pu émerger à ce moment-là. Et juste avant ça aussi, il parle de la nouvelle gargouille qui arrivera dans les mains de Abel et Cain. Juste un petit rapport à la série. Dans la série, la gargouille meurt. La première gargouille, Grégory, meurt parce que Dream s'en sert comme réceptacle de pouvoir récupérer son pouvoir, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça, c'est une nouvelle gargouille qui vient en plus. Voilà, j'ai l'impression que ça change quelque chose, mais je sais pas pourquoi. C'est assez marrant. Et effectivement, il convoque les parcs avec pareil une façon de les convoquer, enfin une formule magique qui est complètement maboule. Encore une fois, on est sur le Black Sheep Lamb, le miel, le serpent, la lune descendante. Enfin, c'est vraiment tout est parfait pour. Et on nous explique qu'il passe dans les rêves pour choper ces différents éléments pour pouvoir invoquer les trois sorcières. Et donc les trois sorcières, alors là, Sandman concentre toutes les versions possibles de la triple déesse qu'on retrouve dans pratiquement toutes les mythologies. Donc c'est à la fois une référence à Hécate, la divinité grecque aux trois visages. C'est les trois sorcières qui étaient les personnages de DC, donc d'une anthologie DC qui s'appelait Witching Hour. Voilà, qui s'appelait Mildred, Mordred et Cynthia. Mais elles sont aussi qualifiées de Urt, Vertandi et Skald, qui sont les Nornes de la mythologie nordique, donc l'équivalent des parcs. Les parcs d'ailleurs, donc, qui sont cités aussi, Clotho, Lachesis, Atropos, mais ils citent aussi Tisiphone, Alecto, Mégère, qui sont les déesses grecques de la vengeance et du châtiment. Ce sont les furies de la mythologie romaine. On les elles sont tellement reprises dans toute la mythologie que c'est clairement quelque chose qui a traversé l'histoire, quoi. Ouais, voilà. Et un de leurs noms aussi qui reviendra plus tard, ce sont les bienveillantes. Mais tout y passe. Il évoque les trois grâces, il évoque la Morrigan, la déesse irlandaise de la guerre. En gros, donc toutes les figures féminines qu'on retrouve partout, que ce soit les trois sorcières de Macbeth ou les trois sorcières d'Eastwick, par exemple. Et il s'en amuse, puisqu'à un moment donné, elles s'amusent des noms qu'elles peuvent avoir, et elles disent pourquoi pas Diane, Mary et Florence. Est-ce que t'as trouvé cette référence? Non, pas du tout. C'est Diana Ross, Mary Wilson et Florence Ballard du groupe The Supreme. Ah putain, je l'aurais jamais eu, clairement. Non mais moi je trouvais pas, je disais c'est bizarre, et je cherche et tout, et je tombe sur voilà, donc pour dire toutes les déesses, y compris les déesses de la soul et de la pop, ça marche. ce sont elles. Et donc il va leur poser les trois questions, comme dans un conte pareil, on retrouve. Ah oui, clairement, et même la répétition est très poétique parce que elles lui disent une seule question par tête, donc par personne, et à chaque fois il va poser une seconde question, on lui répond, tu n'as le droit qu'à une seule question. Et je trouve que la forme qu'il met là-dedans, elle est à la fois très poétique parce que c'est comme dérouler un poème, t'as des vers qui reviennent en rythme. T'as aussi une forme t'as l'impression qu'il le fait par obligation, qu'il se sent obligé de poser la question juste pour leur faire plaisir, de se faire rembarrer en disant tu n'as pas le droit à une seconde question, voyons, tu viens de te le dire. Je trouve ça assez intéressant, et il y a une forme d'hypocrisie aussi autour de... je suspecte Dream d'avoir une forme d'hypocrisie avec elle aussi, parce qu'il sait comment ça fonctionne, et il a envie de s'en moquer un peu autour de ça. Je trouve ça assez fou dans l'idée. Et donc on va avoir la réponse aux questions, elles vont lui dire que la bourse est en possession de John Constantine, que le casque est en possession d'un démon, et que le rubis serait détenu par la Justice League. Voilà, ce qui nous donne en fait la feuille de route des épisodes à venir, puisqu'il va partir chercher ces objets. En commençant par Constantine en disant ce n'est qu'un humain, rien ne pourrait être de grave pour arriver. Et alors que Morphée remercie les parcs pour leur réponse, elles le mettent en garde, tes ennuis ne font que commencer. Ouais, j'aime bien la réponse qu'elles font à je vous remercie, et elle dit you don't thank the fate.
tu remercies pas le destin. Et je trouve ça met tellement de choses en place en disant, mec, c'est tellement tracé qu'en vrai, t'as plus le choix. Enfin, remercie pas les merdes qui vont arriver dans ta gueule, quoi. En fait, oui, tout est déjà fait. C'est trop bien. Voilà. Et pour finir, il y a quand même, je voulais juste mentionner la dernière planche qui est un petit épilogue très touchant. On avait commencé sur Abel et Caïn et leur relation d'une toxicité épouvantable. Je sais pas si on l'a bien précisé parce qu'on a été un peu vite, mais Abel et Caïn. Donc Caïn passe son temps à tuer Abel de manière ultra cruelle. Il le tue. L'autre ressuscite par après et il le retue et dans cette dernière planche on a Abel qui rêve de l'histoire de deux frères qui s'aimeraient sans jamais se faire de mal et en quelques lignes, en quelques planches, c'est super touchant, c'est super émouvant. Exactement ce que j'avais noté, je trouvais ça hyper triste et ouais, t'as effectivement le rêve d'Abel qui a envie de changer un peu l'histoire, c'est complètement fou, bravo. Bon, alors on continue ? Bah bien sûr. Bah à la prochaine. Ciao.